Des années après être tombé nez à nez avec un engin étrange, Jim Penniston suit une hypnothérapie qui se heurte à un verrou mémoriel. Mais les séances font finalement apparaître qu'il a subi un deuxième interrogatoire, plus musclé, aux mains de l'OSI. Je ne me souvenais pas qu'il m'était arrivé une chose pareille à l'OSI. L'OSI veut en savoir plus sur la nuit du 25 décembre 1980. La seule chose dont je ne pouvais pas me rappeler, c'était les 45 minutes passées en forêt. Sous hypnose, je passais directement à l'arrivée à la tour d'Eastgate. On dirait une écriture, mais illisible. Il faut que je la touche. À ce moment-là, que se passe-t-il? Je vois l'engin. Une lumière blanche. Ça m'est revenu. D'abord des petits bouts, puis des plus gros, et finalement l'histoire complète. Ils ont pour mission de prendre contact avec nous. Ils voyagent dans le temps. Ils sont nous. De quelle époque? Du futur. Quand je me suis entendu en visionnant le film, j'ai cru que c'était un autre qui parlait. Je n'en revenais pas parce que ce genre de choses me semblait inconcevable. Pour moi, Le Voyage dans le temps, c'était un film sorti en 1960 intitulé « La machine à explorer le temps », d'après H.G. Wells. Voyager dans le temps relève-t-il seulement de la science-fiction? Ronald Mallett a consacré sa carrière à l'étude d'une théorie qui fait polémique. Normalement, le temps s'écoule de manière linéaire, passé, présent, puis avenir. Mais d'après la théorie de la relativité générale d'Einstein, le temps peut être modifié par la gravitation. Plus la gravitation est forte, plus le temps ralentit. On peut considérer les trous noirs comme des machines naturelles permettant de voyager dans le temps parce qu'ils provoquent une torsion phénoménale de l'espace et donc du temps. Plus on approche d'un trou noir, plus la gravitation augmente, donc plus le temps ralentit. Par conséquent, au bord d'un trou noir, le temps est presque à l'arrêt. Si je tords le temps pour obtenir une boucle, je peux aller du passé au présent ou au futur à l'aide de la lumière. En se déplaçant, cette dernière déforme l'espace, ce qui entraîne une déformation du temps. Mais il est impossible de remonter au-delà du moment de la création de l'appareil qui permet de le faire, parce que c'est lui qui crée l'effet recherché. Je ne pensais pas qu'il était possible de voyager dans le temps. Mais je commence à me demander si c'est la seule explication. Sous hypnose, Jim Penniston exhume un autre souvenir. La lumière était constante, puis tout est devenu blanc. Je ne voyais plus que des 1 et des 0 qui sortaient. C'était dingue. Un code binaire. C'est sous hypnose que j'ai entendu ce mot pour la première fois. Quand on m'a posé la question « Qu'est-ce que vous voyez ?», j'ai répondu « Un code binaire ». Alexander Furworn est professeur d'informatique. Le binaire est un système qui permet de coder un langage. Les langues que nous parlons sont une sorte de code. On encode des idées sous la forme d'une langue.
Le binaire permet de faire la même chose, mais d'une manière différente. On l'utilise fréquemment pour crypter des messages secrets. Au début des années 80, ce code n'était pas très connu. On commençait seulement à l'utiliser de façon commerciale sur le marché américain. Quelque chose me dit qu'en 1980, Jim Penniston n'aurait sûrement pas été capable d'écrire en code binaire. Ce n'est ni un mathématicien, ni un cryptographe. Il ne connaît pas ce code. J'ai gardé le calepin. J'ai toujours été persuadé que ces chiffres avaient un sens. Et j'ai demandé à une entreprise de les analyser. Le problème du binaire, c'est que si on n'a pas la clé pour le décoder, on peut interpréter les 0 et les 1 de nombreuses façons. Si une seule personne les interprète, elle exprime son avis. Mais si 3 personnes qui ne se connaissent pas en donnent la même interprétation, et si ce message a du sens, alors c'est bien un code. J'ai envoyé le calepin à un expert en Australie et à un autre sur la côte est des États-Unis. Ils l'ont déchiffré chacun de leur côté. Et ils sont arrivés au même résultat. Surprise, c'était un message. Ils sont en voyage de découverte de l'humanité, d'après le code. Et d'autres analyses des 0 et des 1 donnent un résultat encore plus surprenant. Il y a 7 emplacements géographiques. On peut tout à fait exprimer la longitude et la latitude avec un code binaire. D'ailleurs, le GPS nous dit où on est grâce à un code binaire. Les 7 emplacements sont répartis tout autour du monde. Il y a un endroit dans le sud-ouest des États-Unis, Sedona, un autre en Amérique centrale, près de Belize, un autre en Amérique du Sud, près des géoglyphes de Nazca, un en Grèce, un en Égypte, un dans les montagnes de Chine, Et High Brazil, à l'ouest de la Grande-Bretagne. Ces lieux présentent une forte activité électromagnétique naturelle. Ces champs électromagnétiques pourraient être des points de passage vers d'autres dimensions. Dans ces endroits, il y a des représentations qui montrent des rencontres avec des choses venues de l'espace. Jim Penniston et John Burroughs sont convaincus d'être entrés en contact avec des voyageurs temporels venus du futur, en forêt de Rendlesham. Mais l'armée de l'air américaine continue de démentir. Je pense que l'armée a conscience que l'incident de cette nuit-là était bien un phénomène de ce genre. La version officielle de l'US Air Force, c'est qu'il ne s'est rien passé dans les bases de Bentwaters et Woodbridge à ces dates-là. Je n'exclus pas la possibilité d'un phénomène extraterrestre, mais je n'ai connaissance d'aucune preuve irréfutable en ce sens. Pour ma part, l'incident reste inexpliqué. Quand j'ai rencontré Jim et John, j'ai vu dans leurs yeux que cette histoire les hantait. Quand on a discuté de cet incident, au ton de leur voix, j'ai senti qu'ils étaient toujours tourmentés. Plus on approche de la réponse, mieux c'est. Je veux, pour tourner la page, comprendre sur quoi on est tombé en décembre 1980. Quand on connaîtra enfin la réponse, notre participation à cet incident prendra fin. C'est tout.